Salut Mandrill, salut Teddy. Et paix sur terre. Alors on va y foutre le feu, bon pour l'enfer. Les bourgeois ne l'auront pas. Bon pour l'enfer. On brûle. Oh, que c'est beau, ils vont en brûler la moitié. Ça n'a pas d'importance. Chaumont, on ne peut pas le classer, il n'est ni peintre, ni sculpteur, ni architecte, ni musicien, il est tout. Alors, la société des fonctionnaires et des intellectuels, on veut classer les artistes. On va en faire un peintre, on va en faire un sculpteur, on va en faire un musicien, c'est pareil. Pas du tout. L'artiste doit être disponible à toutes les sensibilités où il n'est pas artiste. Et aujourd'hui, il y a très peu d'artistes. Je dis autant que je peux le dire, ils sont tous morts. Si un peintre ne fait que de la peinture, il est mort. Si un musicien ne fait que de la musique, il est mort. Si un sculpteur ne fait de la sculpture, il est mort. L'artiste doit être total, ce sera l'avenir. Même si ça vous emmerde. 26, 28, 30. The story will start off straight. Then it's going to change over to show on Thursday, October 10th, 2019 for Winnipeg, Manitoba. And the Southern Manitoba as well is going to bring lots of very strong winds for Winnipeg, Manitoba. Ok, parfait. Bon, bah on va accueillir Mandrill, hein, vous êtes prêts? Faut s'accrocher, hein. Ça va être sûrement du haut niveau comme d'hab. Allez, gars. On va le laisser se lâcher. Mandrill, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Je t'entends, Teddy. Ah, enfin. Et désolé pour cette incurie et cette impéritie du Discord. Vraiment, je m'excuse platement. Je sais pas ce qu'il y a eu. C'est pas grave. Mandrill, tu es spécialiste du Moyen-Âge à peu près. Tu habites en Suisse, tu es professeur de dessin et autres, enfin consultant. Qu'est-ce que je peux dire sur ton métier en fait? Tu fais tout ce qui rapporte et tout ce qui sauve le patrimoine en fait. Alors oui, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que la différence quand on parle du milieu culturel, il faut déjà aussi faire la différence entre la culture et l'animation culturelle. Ah. Ce qui est deux choses complètement différentes. Et en Suisse, par exemple, la scène, on va dire, muséographique a tendance maintenant à un petit peu, on va dire, rendre le propos un peu alambiqué, pour employer un terme un peu à la con. En gros, ce qui se passe, c'est que tu as la culture. Quand tu vois le musée d'Orsay, qui il y a 3 ans a fait une exposition sur le romantisme noir avec toutes les gravures de Lacroix, de Gustave Doré, les aquatintes de divers auteurs inconnus, et tu redécouvres aussi les trucs très connus, mais tu savais même pas qui peignait, genre Balzac. Ouais. Ah, il peignait Balzac. Ah ouais, d'accord. Ouais, il a fait 2-3 trucs, et surtout aussi Victor Hugo, je t'en avais parlé dans un des lives, là, les brous de noix, et puis ça, c'est le culturel, ça, c'est la culture. Mais l'animation culturelle, c'est complètement différent. Et justement, il y a un gros problème, c'est qu'en fait, il y a deux choses. C'est que l'animation culturelle a tendance à dévaluer et tirer vers le bas. C'est-à-dire, on va faire une expo Versailles Star Wars, quoi, pour prendre un truc qui n'est pas encore arrivé. On a foutu Kuntz, mais le pas est assez vite fait. Mais en même temps, si tu regardes bien, il y a une gentrification de la culture pop. C'est-à-dire que pour les Suisses qui m'entendent, je sais que tu as beaucoup d'auditeurs, ils connaissent très certainement la Maison d'Ailleurs, à Yverdon, qui est un lieu qui était très très bon, tenu par un mec génial à une époque, qui te faisait découvrir les aquarelles et puis les originaux de Giger, parce que Giger, sans Giger, c'est pas si loin que ça. Enfin bref. Giger, on resitue, c'est le mec qui a designé les monstres dans Alien. Alien. Bah, pour te dire, maintenant. Et qui faisait des pochettes d'albums de rock'n'roll pornographiques. Exactement. Vas-y, Et en fait, on se retrouve maintenant avec une gentrification de la pop culture, c'est-à-dire qu'on a des gars qui sont issus de l'université, de la sociologie, ou de l'anthropologie, mais qui sont souvent des gars docteurs en littérature, et qui viennent te parler avec tout le verbiage cuistre-verbeux à la Bourdieu ou à la Foucault des univers pulp, par exemple. Donc, les pulp, toutes ces dessins des années. Et en fait, on a deux choses, donc on a deux tensions. On a donc le culturel, l'ancien, on va dire l'ancien monde, c'est celui qui va plaire à notre archevêque du rap conscient Cro-Blanc, le vrai, la culture qu'on partage, les deux, enfin les tous ici, je pense, dans le live. Puis après, il y a l'animation culturelle, qui peut avoir du bon, c'est un peu, on fait le lien avec Internet, il y a le bon, mais ça a tendance quand même à assez dévaluer le truc. Tu te dis, bon, bah voilà, il y a quand même, tu sens qu'il y a un saut quantique. C'est pas Delacroix, c'est pas Gustave Doré. Puis tu sens en même temps qu'il y a
cette gentrification, cette volonté que les bourgeois, un peu comme tes Parisiens qui te prennent tes apparts à Bordeaux, de refagociter Tout le à fait. culturel. J'ai senti ça. Alors, tu vas me redire, Et tu vas me c'est- donner des exemples et c'est concrets, mais en immonde, effet, la c'est gentrification de la immonde. culture, je le ressens. Les bourgeois en France ont l'air de se chercher une niche pour en exclure les prolétaires. Par contre, Exactement. elle n'est pas trouvée, cette niche. Alors, peut-être que vous avez des intuitions. Alors, je redis pour que les gens puissent saisir, que n'importe qui puisse saisir. Observez bien, c'est un sentiment que j'ai d'observation, que les bourgeois, en fait, à cause de Twitter, à cause des réseaux sociaux, se sont retrouvés mis côte à côte avec nous, avec les prolétaires, avec les droitards, avec les gauchistes, enfin tout le monde, et qui détestent ça, les bourgeois, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche, être mêlés avec le vulgaire. Et cependant, à cause des réseaux sociaux, ça fait 10 ans qu'ils sont mêlés au vulgaire. Et même qu'ils sont en concurrence avec le vulgaire. C'est-à-dire qu'un Val de sortie de sa banlieue peut tout à fait gagner plus d'argent et avoir plus de notoriété qu'un bourgeois qui a son pied à la télévision. Donc ça, ils détestent ça. Du coup, je les sens en train de chercher une niche pour pouvoir dire ça c'est le truc des bourges, ça c'est le truc légitime. Alors par contre, quelle est la piste? Alors dans quoi ils essaient Alors, de la s'embarquer? Alors, moi, je pense que certains de tes auditeurs connaissent très bien Franck Lepage, qui avait identifié que la droite se disait moderne et la gauche s'est dit contemporaine. Donc, en fait, c'était le moyen d'être. Tu peux pas être plus contemporain que le contemporain. Donc, ils se sont accaparés l'art contemporain. Puis après, tu as tous les complotistes qui vont dire que l'art contemporain, c'était un moyen d'avoir l'intelligentsia dévoyée du marxisme et puis de les faire des tas de briques cassées avec des baramines puis des néons, puis 4 pages écrites de diégèse et puis de cracher 3 paragraphes volubiles de leur ego à la con. Puis ça, c'est ce qu'on enseigne maintenant dans les écoles d'art. On en a déjà parlé dans une vidéo. On a complètement arrêté l'artiste, la mimésis par rapport à la définition et l'étymologie que tu donnais de l'art, pour maintenant l'ego, en fait, et puis produire du charabia. Tu peux redire en français vulgaire pour que les gens aient accepté. En gros, on a abandonné la parce peinture. qu'il y a des gens qui sont pas artistes. Donc, la mimésis. Le concept de mimésis. On va revenir à un truc très simple. Il faut, tout ça vos carnets, il faut absolument que les gens lisent Gombrich. Ouais, c'est pas très compliqué. Gombrich, c'est Gombrich. Il a fait tout un tas de bouquins de méthodologie de l'histoire de l'art. Et un super bon bouquin que je te conseille vraiment, c'est La découverte du visuel par le moyen de l'art. Et puis la découverte du moyen visuel, du visuel par le moyen de l'art, il t'explique un truc très simple. C'est que le monde antique, et puis c'est là où on tire toute l'étymologie du mot artiste, et art, a vu l'évolution de l'art essentiellement comme un progrès. Oui. Et il y a une évolution comme une conquête de cette habilité dans l'art de la mimésis, c'est-à-dire de l'imitation. Voilà. Mimésis, l'imitation. L'imitation du réel. Et c'est la base, ce qu'on considérait à la base de l'art. Donc, par exemple, faire une sculpture d'un beau mec, il faut un beau mec, et on le met en valeur en le sculptant, et pour ça, il faut une évolution technique, des outils, développer des outils pour pouvoir peindre ou sculpter à la manière la plus réaliste possible pour rendre honneur au beau mec, ou aux belles batailles. Cette opinion, excuse-moi, je te coupe, je suis désolé. Mais vas-y. Cette opinion était partagée par les maîtres de la Renaissance, Léonard de Vinci, tous les convaincus, Vasari, Giorgio Vasari, tout ça. Ça, c'est, quand tu parles de ça, quand tu discutes avec un mec en art contemporain ou un artiste à l'heure actuelle qui est dans le game à Art Basel ou à la FIAC, il se fout de ta gueule parce qu'il dit « Ah, mais t'es encore dans cette... » Enfin, c'est exactement ce qu'on débunk et ce qu'on détruit. Si tu veux, la déconstruction qu'a appliquée la sociologie avec des gars comme Deleuze, Bourdieu, que Soral d'ailleurs met en pièces, Derrida, Sartre et toute cette merde, qui peut être intéressant comme masturbation cérébrale, mais en fait, eux, ils ont fait la déconstruction. L'art a fait la dérision. Et l'art, c'est un grand A. Ça peut aussi faire Canal+ avec les Guignols qui nous ont complètement, ils nous ont dévoyés avec talent. C'est de la dérision. Donc, tu sais, c'est la théorie des 3D. Dérision, déconstruction, et puis après, tu arrives à destruction. Ça, c'est le truc. Alors, donc, des Guignols à Jeff Koons pour finir sur pisser sur Jésus, en fait. Mais c'est la même ontologie. C'est simplement une différence de degré, pas de nature. C'est comme la folie chez Jung. Quelle est la différence entre un fou et un gars normal? Il n'y a pas une différence de nature, il y a juste une différence de degré. Écoute, je vais juste faire une petite digression. Tu sais que, je ne sais pas si tu as vu le mail que je t'ai envoyé, grâce à toi, j'ai pu rencontrer... Oui, je l'ai vu, le mail, je n'ai pas pu répondre encore. Donc grâce à moi, tu as rencontré un dessinateur, CLM? Ouais, alors il était passé dans ton live. Lui, il habite vers Metz. Il est descendu à Bologne. Je suis sûr que d'ailleurs, il est en train de... D'ailleurs,
Et puis il est passé par Neuchâtel, et puis du coup à Neuchâtel on a traversé toute la Suisse en bagnole pour aller à Lucerne, et puis là c'est totalement dans le thème, parce que ce qui est génial avec ce dessinateur c'est qu'il est complètement opposé à moi. Lui il a une espèce de ligne frêle, avec un style assez street art pauvre, enfin moi j'appelle ça le style mongolito, tu vois c'est ce truc... C'est ça. La ligne il est sur frêle Instagram, avec comment tu te rappelles de son Instagram ouais, pour que les gens c'est y voient? Selem Difuoko. Ouais, Selem Difuoko. 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 Et puis ben moi je suis dans l'hyperréalisme, je suis dans le steampunk, je suis dans l'anthropologie dévoyée, dans l'exégèse. En fait on s'entend hyper bien parce que la plupart du temps je m'entends hyper bien avec des gens qui sont complètement opposés à mon esthétique. Et puis on a été voir Turner Kunstmuseum à Lucerne. Putain, Titou, c'est pas une aquarelle de PD, hein. C'est quoi? C'est pas des Parisiens, ça. Pas des Parisiens. Puis c'est juste la grosse claque, donc je sais pas si William Turner, les gens arrivent à remettre. C'est le mec qui a une avance sur son... qui a eu 2 siècles d'avance. Turner, c'est le mec qui a fait le... C'est le vieux, là, c'est le gars qui c'est a le fait... mec qui te fait des bateaux, qui te fait une espèce de perspective atmosphérique, un peu comme l'Esfumato chez Léonard de Vinci, pour prendre des trucs très connus, mais qui te fait ça à l'huile, et qui te fait des effets de bateaux pris dans des vagues avec des tempêtes. Si tu veux, c'est le mythe du mec... C'est le mec qui s'attachait au mât des bateaux et puis qui voyait les tempêtes et puis qui avait les. En fait, c'est pas lui qui a fait. C'est pas lui qui a fait le dragon rouge là qui est dans le film là. Non, alors non, ça tu confonds avec. Tu confonds avec Böcklin. Ah bon? Ouais. D'accord. Le dragon de dos hyper balèze avec les ailes déployées. Je croyais que c'était Turner, moi. Non, Turner, il a fait principalement ces bateaux à vapeur incroyables avec ces espèces. En fait, tu ne sais pas si c'est vraiment un bateau ou pas. Et là, j'en reviens à quelque chose de très intéressant. Et c'est là vraiment, qu'est-ce que l'art, en fait? Et puis là, je pense que Jean Robin, il va faire une vidéo là-dessus aussi, ou peut-être qu'il l'a déjà fait. Bon, confondre Böcklin et Blake, c'est déjà pas terrible, j'en suis navré. Par contre, là, j'avoue que c'est impardonnable. Je parle bien sûr de Charles Robin et pas de Jean Robin. Désolé, putain, j'ai honte. Et quand tu te réécoutes, déjà que je supporte pas ma voix, mais alors en plus, entendre les conneries quand j'en fais, ça, j'aime pas. Mais à culpa 2 déjà fait. Mais tout remonte, excuse-moi de me faire toujours chier avec Aristote, mais ça remonte à Aristote, qui examine dans sa poétique le plaisir de voir dans l'imitation quelque chose qui, justement, nous fait fonctionner le cerveau. Et puis, un gars que t'adores, je pense, c'est Druillet. Vous fumez sur la 7, je pense. Sinon, ton livre, vous l'avez dans le cul. Ici, c'est plutôt les sculptures et les archives. Ça, c'est les premières affiches de Jean Rollin. Ça, c'est la première peinture. J'avais 18 ans. C'est la période un peu surréaliste, machin, tu vois. Druillet, il l'explique très bien aussi, ça. Pourquoi les gens au 19e allaient se taper des expositions avec des dioramas? Les dioramas, c'est des espèces de maquettes hyper réalistes de l'époque, vu que les types, ils n'avaient pas encore accès aux montgolfières, parce que ça, c'est Nadar. Toutes les images de Paris, ça a complètement révolutionné la peinture. Avant, les gens, ils devaient imaginer, ils faisaient des maquettes, puis après, les peintres, ils pouvaient imaginer le bâtiment, ou alors ils étaient très bons parce qu'ils avaient une possibilité dans le cerveau, ce qu'on a perdu. Nous, on est peut-être très bons avec nos techniques, avec nos Wacom et nos Cintiq, mais les mecs, au Fusain et puis au Bourgogne, ils te faisaient un immeuble alors qu'ils étaient au pied, puis ils arrivaient à se projeter avec la vue en haut. Bienvenue dans ma cuisine, je vais juste vous montrer ce tableau, juste pour vous dire que quand les Flamands, ils imaginent leur propre ville, Bruxelles, ils imaginent la ville alors qu'ils n'ont jamais vu ce point de vue. Parce qu'il n'y a aucune colline qui te permet de voir cette ville comme ça. Ouais, Bruxelles, hein. Alors, il n'y a pas de ballon, mais il y a l'imagination. Hein. L'original fait 3 mètres sur 165. Et il est aux collections du Musée des Beaux-Arts, que je vous conseille d'aller voir. Donc, cette histoire d'aller voir et prendre du plaisir qui naît à la reconnaissance. Tu vois, cette histoire d'éprouver une expérience esthétique à reconnaître ce qu'un artiste interprète. D'accord. Par exemple, tu prends un truc très cucu, genre les cabarets des années... les cabarets parisiens de la belle époque, tu pourrais avoir des photos, moi j'en ai rien à foutre de ça. Par contre, Toulouse-Lautrec, comme il l'interprète avec ces espèces de perspectives allongées et tout ça, ça m'intéresse. Donc en gros, l'art, il se situe là, c'est-à-dire quand l'artiste,
et puis je peux même mettre d'accord des connards de l'art contemporain. C'est que quand un mec arrive à te faire comprendre un truc, mais c'est toujours par cette notion de mimésis. Après, elle peut être complètement dévoyée, comme dans l'art contemporain où on dit qu'on le fait pas, mais en fait, c'est en disant qu'on le fait pas qu'on le fait quand même, dans une espèce d'entité. Ouais. Après, il y a un truc, ce que dit Gombrich, puis je reviens à son bouquin, là, cette histoire de la découverte du visuel par le moyen de l'art. C'est un truc que je trouve hyper bon, puis je sais pas si les gens se sont souvent fait l'expérience, c'est qu'il y a une reconnaissance inversée. La quenelle inversée, c'est la reconnaissance inversée. C'est-à-dire qu'au final, un tableau a une telle puissance, crée un tel égrégore. Quand tu vois un tableau où les grands maîtres, comme Turner... Égrégore, il va falloir situer pour les gens. Bah, égrégore, si tu veux, c'est une connexion mentale extramatérielle. C'est-à-dire que les gens, ils se connectent à une pensée connecte. D'ailleurs, j'ai mis en lien de description un jeune type qui fait de l'auto-édition et qui a écrit un livre sur les égrégores qui m'avait envoyé. Oui, tu m'en as parlé. Ouais, tu m'en avais parlé. Très bien ce livre pour comprendre ce qu'est un égrégore, parce que c'était un truc dont avait parlé Greg. Moi, j'ai découvert ça avec Greg, le concept d'égrégore. Très intéressant ce concept. C'est comme ça qu'on crée des mèmes. Les mèmes, typiquement, c'est des égrégores. Complètement. C'est des dérivés, c'est des épigones, on appelle des épigones. Donc, en gros, la théorie je trouve ça génial, c'est qu'au final, quand tu te balades dans un paysage réel, tout d'un coup, tu es là, ah putain, on dirait un Whistler, ah, on dirait un Pizarro. C'est vrai. Oh. C'est vrai. Donc, c'est ce phénomène de reconnaissance inversée. Et puis, c'est assez génial parce que tu reconnais non pas la réalité dans un tableau, mais un tableau dans la réalité. C'est vrai. Ça, c'est l'art qui est complet. C'est la boucle est bouclée. Oui, moi, de mon côté, pour être plus trivial, parce que là, tu nous parles de peintres qu'on connaît pas très bien, mais on revient sur un truc trivial. Tu te balades dans la nature et tu vois que la nature... Enfin, tu te balades dans la nature française et là, tu fais, putain, on dirait un Miyazaki. J'ai l'impression de voir un film de machin. Ou quelqu'un qui parle, tu sais, quelqu'un qui te... Une bribe de conversation où tu dis, j'ai l'impression d'être dans Kaamelott. En fait, c'est pas Kaamelott. C'est pas... Quand tu regardes Kaamelott, tu dis, putain, ça ressemble au réel. Et au final, c'est le réel qui ressemble à Kaamelott. Ouais, c'est ça dont il parle là. Alors, il y a aussi un autre aspect que je trouve super intéressant à mettre en lumière, c'est le fait que, avec toujours Gombrich, la fonction de l'art ne se cantonne pas à la peinture figurative. Parlons de la mimésis. Parce que toujours, j'ai parlé d'exemples assez faciles. L'Irésin Xeuxis, dessiner un beau corps, selon Teddy Boy. Non pas, je ne suis absolument pas homophobe, mais je vais essayer de m'interroger. Mais moi, j'aimerais aller dans quelque chose de même plus, on va dire, dégénéré, art contemporain, quoi. Comme dirait l'autre, du non-art dégénéré. Oui, à qui je pense. En fait, il se trouve que le motif du sol de notre cuisine est un simple damier noir et blanc. Enfin, bon, pour Gombrich. Après, pas tout le monde a une cuisine noir et blanc. Moi-même, j'ai même pas cet effet. Il se trouve que pour la plupart des gens, le motif du sol de notre cuisine est un simple motif ou un simple damier, noir et blanc. Comme je transportais un verre d'eau du robinet à la table de la cuisine, je remarquai soudain les distorsions pleines de charme et d'intérêt que subissait ce motif aperçu à travers le fond d'un verre. Je n'avais encore jamais vu cette transformation alors que j'en avais dû accomplir ce mouvement des centaines de fois. Soudain, je reconnus le motif en question et sus pour quelle raison je le voyais désormais. J'étais allé voir une exposition de Lawrence Going, un peintre qui partage mon intérêt pour la perception et qui a fait des expériences dans le domaine de l'abstraction. J'avais examiné avec intérêt l'un de ses tableaux où l'illusion de l'espace et de la lumière dans une forêt est créée avec une distorsion systématique du dessin du damier. C'était un cas classique de ce que je pourrais appeler la reconnaissance inversée. La reconnaissance, non pas de la réalité dans un tableau, mais un tableau dans la réalité. À n'en douter, c'est mon intérêt qui avait déclenché la reconnaissance. Minou, tu lèves la main, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux questions. Ouais. La première, c'est est-ce qu'il y a un site pour voir ce que tu fais? J'ai mon Instagram, c'est là, ou tiré en bas, Mandre, M-A-N-D-R. Alors, il faut le répéter en calme, parce que Minou fait une tête... Attends, je vais lui envoyer mon... Et puis sinon, j'ai mandrill.ca. Mais si tu tapes Marc Mandrill sur Google, j'ai fait assez de conneries dans les institutions culturelles un peu... Ouais, pour être un peu soit à connu. Tokyo, à New York, pour qu'on me trouve assez facilement dans mon moteur de Marc recherche. Mandrill. Vous tapez Marc, M-A-R-C, et Mandrill, M-A-N-D-R-I-L. Et puis sur Instagram, c'est la-en-bas Mandre, M-A-N-D-R. La Mandre sur Instagram. La Mandre. Maintenant, j'aimerais finir un dernier truc. Je ne vais pas saouler tout le monde parce que j'aurais 1000 trucs à dire, mais je pense vraiment peut-être éclairer les gens sur un concept tout con, c'est la notion de temps dans les tableaux. C'est-à-dire que
Et moi, j'hallucine parce que j'ai pensé à ça quand j'étais avec Selem, avec justement ce tableau de Turner, et j'imaginais un connard qui achète. Alors, je sais pas si tu as ça aussi sur Instagram, mais je pense que d'autres pardon, ont ça. C'est des applications où tu fais une photo, où tu prends une photo qui existe déjà, puis tu mets après avec des espèces d'effets vectoriels toute une balisation toute une cartographie de ta photo, et puis après ça l'anime. Genre les nuages, c'est l'incapacité à se contenter de l'image fixe. C'est le problème à cette génération qui veut retourner toujours à l'animé, quoi. Ils ont dit c'est pour redécouvrir, ils ont dit. C'est pour redécouvrir Turner. Redécouvrir. Ils connaissaient pas à la base. Ils arrivent sur Facebook, non, mais moi, ils ont redécouvert. Alors, moi, les images, les photos que j'ai dans les pubs que je vois, c'est des meufs qui se font photos avec un selfie dégueulasse, avec genre, je sais pas moi, un de ces temples qu'elles ont pris, un de ces machins en Thaïlande, entre deux thalassos et puis machin. Puis du coup, elles animent les colonnes et puis ça fait un effet un peu ça fait un effet un peu LSD et puis morphing bizarre, un peu kitsch. Et puis j'ai vraiment compris un truc, et moi j'ai eu la chance d'avoir un peintre comme prof, un vrai peintre de l'ancien monde italien, qui m'avait dit que dans ses peintures, il n'est pas question du temps, du simple temps, comme si tu fais une photo et puis tu la fais en peinture. C'est un temps qui est beaucoup plus universel. C'est pas le temps figé d'un instant immédiat. Oui, c'est vrai. C'est un temps qui renvoie à une tradition, par exemple, dans l'art. En fait, c'est la peinture métaphysique des années 20 ou 30 en Italie. Mais ils l'ont déjà tous fait. Si tu prends un Poussin, un Delacroix ou n'importe quoi, quand ils font une peinture, ils ne te font pas une photo à la peinture parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils n'avaient pas l'appareil technique. Ils font un temps beaucoup plus subtil, un temps qui n'est pas le temps de la pause, genre la touche espace quand tu mates un film en HD avec ton DVD, quoi. Et un truc qui est très intéressant, et c'est là qu'on parle de culture, mais effectivement, on ne l'a même pas précisé, mais tu as toujours parlé de la culture occidentale. Les Chinois, par exemple, dans la peinture chinoise, ils n'ont pas du tout cette saisie du temps comme. C'est tout à fait une autre dynamique. C'est laquelle Comment tu dirais pour l'art chinois? Ben déjà, l'importance, par exemple, du vide. Quand tu vois grande surface blanche qui n'est pas travaillée, c'est pas une erreur, c'est pas que c'est pas fini, c'est pas work in progress. On est d'accord. C'est-à-dire que l'art asiatique, par définition, que ce soit la Chine et le Japon, dans leurs estampes à l'encre de Chine et leur lavis, ils ont joué sur un truc, justement, ce temps suspendu. D'ailleurs, on appelait ça les ukiyo-e chez la Kusai. Ouais. Mais la peinture chinoise, elle est saisie dans une dynamique à la fois le plus déjà là et le pas encore maintenant. Ça, c'est la théorie d'un gars génial, c'est François Julien. Il appelle ça le plus déjà là. Alors, tu me dis, ouais, t'encules des mouches. Non, mais c'est hyper intéressant. Parce que lui, il explique bien, en parlant justement de l'art, que les Chinois, ils ont, par exemple, pourquoi le nu est impossible dans la culture chinoise. Pourquoi le rapport maître-élève, que nous, on a fantasmé avec des auteurs comme Vasari, très connus avec la Renaissance italienne, ça n'existe pas du tout en Chine. Ah ouais? Ouais, c'est très intéressant. Pourquoi eux, ils ont un truc... pourquoi? Alors ça, tu sais, je t'avais mis dans la première vidéo où j'avais fait un reload, pardon, où j'avais mis des petits disponible dans la catégorie, dans la playlist Best of des lives. Il y a la vidéo que tu as faite, les vidéos. Ouais, c'était la première, c'était quand je parlais de John O. Pas celle où je parle des cathédrales avec toi. Et puis je vais citer, alors c'est un auteur, je sais pas, il est assez imbitable. Si les gens on serre un peu les dents avec mon verbiage puis mon registre des langues qui peut être un peu chiant, désolé, c'est mon côté suisse un peu, tu vois, c'est comme dans la pub Bricola, c'est qui les a inventés, c'est ce côté un peu chiant que j'ai avec les mots. Qui les a inventés? Bricola. Découvrez le nouveau. C'est Francis, et il explique très bien ça avec l'histoire des civilisations à temporalité ouverte, comme nous avec les Francis Cousin. Cousin. Okay. Mais oui, c'est un espèce de néo-marxiste qui est même passé chez R. Je pense que Cro-Blanc, tu vois qui c'est. Et puis il parle des civilisations. Rien ce qu'il raconte. Ouais, mais tu sais quoi, il faudrait faire de la traduction de Cousin. Ce qu'il dit, c'est vraiment cool, là, c'est vraiment bien. Dernier, où je cite d'ailleurs explicitement un texte de Marx du New York Daily Tribune de 1850, où il parle très très précisément de cette soumission, de cette superstition, de cette docilité propre à la formalisation sociale. Donc, c'est bien un problème de formalisation sociale, c'est pas un problème de neurones génétiques qui serait propre à certaines populations. C'est pas un concept ethnico-biologique, c'est un concept historico-social dans le développement des forces productives générales. Quand le mode de production despotique oriental s'est donc positionné au sortir de la dissolution
des communautés primitives du temps primordial de l'Afrique, de l'Orient et de l'Asie, les communautés en dissolution ont été absorbées par la structure étatique. Absorbées par la structure étatique ou par la structure para-étatique. Exemple, l'empire pharaonique qui construit une structure étatique générale à partir de la nécessité de l'irrigation dans toutes les zones où le Nil progresse et où la structure étatique absorbe les communautés dans les grands travaux d'irrigation. Même évidence pour le Gange, même évidence pour l'Indus, même évidence pour la Chine. Donc on a là une matérialité objective qui fait que la temporalité fermée découle de la formation sociale historique qui voit l'État absorber les dissolutions communautaires. En Occident européen, j'ai donc par contre une spécificité radicale qui découle des invasions germaniques, des communaux et de tout le travail que Engels a positionné, et qui voit les communautés non pas absorbées par la structure étatique, mais les communautés en confrontation permanente à la structure étatique, puisque le lien féodal, le fameux feudus, est une lutte frontale entre les communaux de la terre et la structure politique, étatique et fiscale. Donc en Orient, les restes communaux sont absorbés et dissous dans la structure étatique. En Europe, dans le cadre de la dissolution de l'Empire romain, j'ai une confrontation permanente entre les contradictions de la rente foncière et l'État et la classe dominante. J'ai donc, pour reprendre l'expression de Marx, j'ai donc des continents de totale soumission dans l'absorption étatique du mode d'être de la rente foncière, alors que j'ai effectivement, en Occident européen, une sphère de temporalité en permanente insoumission. Ce qui explique, le dit Marx, qu'en Orient, nous n'avons des luttes qui n'aboutissent qu'à la recomposition de l'aliénation, alors que j'ai en Europe des luttes qui aboutissent à la vision radicale de l'abolition de la domestication. Alors ça, c'est mes deux temporalités essentielles. Et par les civilisations en temporalité ouverte, c'est-à-dire toutes les civilisations dans la nôtre, donc, qui sont issues des Germains, ça va faire à blanc. Donc c'est jacquerie paysanne, c'est ce truc qu'on s'est toujours rebellé, qu'il y a toujours une espèce de puissance et qui crée l'individualité et qui crée la philo. Et du coup, en fait, on est les seuls en Occident qui avons créé une philosophie indépendamment de la théologie. Ah bon? C'est clair. Si tu regardes bien, toutes les autres civilisations se sont toujours encrassées à faire de la théologie et de la philosophie. Il n'y a pas. Si tu prends les Siddharshana, l'école philosophique de l'Inde, il y en a trois. Les Vedanta par exemple, eh ben, ils ont une forme toujours théologique. Ils n'ont pas le relativisme qui vraiment arrive après la Renaissance, quoi. En gros, ok, on a perdu avec le Moyen-Âge énormément, et là on est royalistes les deux, on s'est fait enculer sévère, quoi. À partir de la fin du Haut Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française, c'est un long déclin, c'est le Kali Yuga. Mais on a quand même gagné quelque chose, c'est la création de l'individu. Et Michel Drac, que j'aime beaucoup, tu as fait un live une fois avec lui, enfin pas un live, un interview, il explique très bien. Quand tu prends les Chinois à la même époque, on allait avec des petites gaëlettes de 30 personnes avec 3 mâts de l'autre côté de l'Atlantique. Les Chinois, ils avaient des bateaux avec 7 mâts. Ils pouvaient foutre 350 gars, ils nous auraient pu nous la foutre profond, comme je sais pas quoi. Technologiquement, ils étaient beaucoup plus avancés. Mais ils l'ont pas fait, parce que c'est une civilisation à temporalité fermée. Donc tu vois, c'est temporalité ouverte, temporalité fermée. Parce que eux, ils ont un système impérialiste qui structure complètement l'être et qui ne crée pas la puissance de l'individu. Du coup, genre, si je t'amène vers une conclusion. Oui, t'inquiète pas, je vais arrêter de poser. Mais moi, je voudrais te poser une question qui amorce une conclusion dont moi j'ai besoin en tant que spectateur. Du coup, les Chinois qui ne conquièrent pas des territoires annexes, qui ont une culture, comme tu dis, fermée du coup, enfin une temporalité fermée, contrairement à une temporalité ouverte occidentale. Est-ce que c'est la culture qui façonne les hommes, qui les modifie et qui crée leur comportement, ou est-ce que c'est leur comportement qui crée leur habitude culturelle? Oh putain. L'œuf ou la poule alors? L'œuf ou la poule? Écoute, c'est d'abord
infrastructures qui définissent les superstructures. Donc, c'est d'abord le matériel qui définissent la culture. L'exemple du chemin de fer en est un exemple très concret. Allez, vas-y. Ou même, si tu veux, ou bien encore mieux, quelque chose qui va vraiment plus nous parler. Toi qui es dans l'image, enfin, plus dans l'image, je trouve Cro-Blanc qui est dans le son, mais la photographie, par exemple, elle ne peut naître que dans le monde post-industriel. Les Chinois qui étaient plus en avance, ils auraient pu la créer en même moment. Oui, mais pourquoi c'est nous? C'est la civilisation de la vapeur, c'est la civilisation industrielle qui crée ça. Et pour terminer, parce que je sais que je peux être un petit peu prolixe, mais chaque invention n'arrive jamais par hasard. Et je parle pas de trucs New Age, énergétique et tout. C'est que chaque fois que tu as un truc qui arrive, c'est la photo arrive au moment où la peinture n'avait plus rien à dire. Ou en tout cas, sous la forme qu'elle avait du classicisme qui était atteint à son paroxysme. On ne pouvait plus aller plus loin. La photo débarque. Et c'est très drôle, c'est que la Deuxième Guerre mondiale après la Deuxième Guerre mondiale, on a ce besoin de créer, d'ailleurs Cartier-Bresson crée l'agence Magnum, on a ce besoin, on crée le concept du reporter. La photo prend la place de la peinture pour le réalisme. On va expliquer le monde, on va investiguer le monde par la photo. Et on fait ça juste dans les années 80. Après les années 80, la photo se fait enculer complètement par le monde de la télévision. Oui, et puis, comme disait Beitel, c'est un photographe qui disait, avant c'était les photographes devant les télés, aujourd'hui ce sont les télévisions qui sont en première ligne. Oui, c'est vrai ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après même, le pire pour un photographe, c'est qu'à l'époque, lui qui avait fait des photos incroyables du Vietnam, et puis on lui disait, ouais, mais pour quelle agence de télé vous êtes? C'était la pire insulte. Donc si tu veux, la peinture se finit quand un nouveau concept, une nouvelle technique, une nouvelle techné, donc une nouvelle artiste, entre guillemets, arrive à compléter ce qu'elle n'arrivait pas à faire, ou en tout cas d'une façon techniquement indépendante d'un artisanat incroyable. Alors tu vas me dire, bien sûr que la photo c'est un artisanat, justement. La photo, au moment où elle se fait niquer par la vidéo, devient photo expression et plus photo document. C'est le glissement qu'on emploie en histoire de l'art. On parle de photographie document et photographie expression. On va plus investiguer le monde avec une photo. C'est la vidéo qui va prendre le dessus. Et puis on peut dire que maintenant, c'est le numérique, l'image de synthèse, ça a complètement libéré la vidéo, quoi. Oui, ça a mis d'autres champs. Cro-Blanc, est-ce que tu as une réaction avant qu'on parte sur la conclusion de Mandrill? Non. Et Cro-Blanc, à part ça, tu m'as pas répondu. Je t'avais envoyé ce que j'avais fait pour dissiper, là. Tu viens à Paris ou pas, là? Mais je t'ai dit, je viens à Paris le 3 janvier, je suis à Paris, à la Cité des Arts. Eh mec, tu m'as dit que tu t'avais rien à branler, je vais te réquisitionner. Tu parles. Quand j'ai vu le clip que t'as fait pour je sais pas qui, franchement, j'étais dégoûté parce que j'aurais trop kiffé avoir un clip comme ça, quoi. Il est bien ce clip, hein. Ça te dérange une fois si tu le montres Oh, faudrait que tu le montres. Ça te dérange une fois. Alors c'est mon pote dissipé, il est super engagé comme toi en plus. Vous parlez de ça en privé, hein, c'est bon là. Non, mais faudrait que tu le montres, Teddy, pendant l'émission. Pendant l'émission, la semaine prochaine par exemple. Parce que franchement, il y a du boulot, il est super bien. La semaine prochaine. Ou tout à l'heure pendant la pause. Bosser comme un débile. Vois, c'est un truc un peu plus prosaïque, tu vois, je vous ai cassé les couilles avec du truc, vous me dites c'est qui ce couillon qui se la joue? Non, je te montre ce que je fais quand je fais un clip avec un pote engagé. Je suis pas juste à balancer des mots compliqués, quoi. Envoie-le, je sais pas comment, envoie-le à Cro-Blanc, on va se démerder, Bon, allez, conclue Mandrill. Conclusion? Oui. Cassius Belli, bande d'enfoirés, chercheur de pétrole, oncle Sama, les ongles sales. C'est la loi du silence à chaque fois que les bombes te parlent. Pour mieux piller l'Afrique, ils ont fait tomber Kadhafi. Aidés par des salafistes financés par les Qataris. Votre démocratie ne fait qu'empiler des cadavres. La République de Platon à celle des bananes. Mais quelle démocratie, plutôt une plutocratie. Le petit peuple est en deuil depuis qu'Hugo est parti. Le capital, sous son bon manteau, cumule les bénéfices. Demain Monsanto nous donnera tous des cours de diététique dans les cuisines de l'oligarchie. Y'a comme une petite odeur. Orwell avait raison, leur projet c'est Big Brother. Poto, y'a rien de planant. Même si tu fumes de la verte, faut qu'on reprenne le contrôle. Mais surtout qu'on brûle la tête, yeah.
comme Castro, avec le peuple je suis fidèle. Demain nos droits civiques vont disparaître comme le Minitel. Pendant que le banquier spécule, le technorame, l'UE l'enfer des peuples, mais le paradis du technocrate. Mais qui se cache derrière chaque tyran? Mais dis-moi qui soutenait, finançait le chat d'Iran. Donc vous avez mérité toutes les querelles de Mahmoud. Moi pas par les talibans, moi j'ai le pécherel de Massoud. On continue la lutte contre les bâtards de Manhattan. Le peuple syrien se lève et crie Bachar al-Assad. Parachute doré, mais pour les peuples c'est le 10 de chute. En voyant la famille Rothschild, j'ai compris le terme de fils de pute. Chrétien contre musulman, à qui profite le crime? Coup de pied dans la fourmilière, pendant que tu peaufines le style. Mitterrand, France-Afrique, oui je vous mets dans l'embarras. J'oublie pas les comptes ce monde et Monsieur Sankara. Politique impériale, à coups de bombe atomique. Barack Obama est plus proche d'Oncle Benz que de Malcolm X. Marre de vos marionnettes et de vos petits leaders. Marre des petits caniches addictionnés et Kissinger. JFK, coup d'état, CIA, Ricochet. 11 septembre, coup d'état, CIA, Pinochet. Tout part en couille, même la droiture à Parkinson. Mec, sois pas surpris, Washington rime avec Babylone. Silence en Palestine, y'a que les votes qui font du bruit. Le processus de paix s'est ramolli à cause du plomb durci. Mec, attends, j'ai pas fini, mais regarde bien Nagasaki, mais qui emploie les armes chimiques. L'humain n'est qu'un produit, bientôt les codes partent dans la nuque. Le capital mondialisé, c'est juste un gros dard dans l'anus. L'impérialisme avance plus vite qu'une bactérie. Aujourd'hui c'est la Syrie, demain l'Iran et l'Algérie. La blanche colombe s'est scratchée en plein milieu d'une pierre tombale. Prépare-toi, on est aux portes d'une 3e guerre mondiale. Conclusion. Pour nous. Alors, Pauvre une petite conclusion très simple. Donc, tu as vu le lien que j'ai fait avec la photo qui se fait dévoyer par la peinture, par la photo, puis après la vidéo. Et bien, en fait, il y a un autre truc que j'aurais voulu parler qui est très simple. Attends, je retrouve parce que je sais pas qui connaît Edgar Morin. Je connais pas. Le nom me dit quelque chose, mais. Ok, alors on a parlé de l'art et l'art c'est quoi maintenant? C'est malheureusement dévoyé, puis c'est les stars qui brillent, qui croient qu'elles brillent, mais en fait bon, qui c'est qui les éclaire entre guillemets? C'est pas les étoiles qui brillent de leur propre combustible. Alors je trouve cette théorie géniale et puis je finirai là-dessus. Alors dans son ouvrage classique sur les stars que Edgar Morin nous a pondu, tué par l'abandon de la technique du noir et blanc qui aidait à créer l'impression que les acteurs et les actrices de cinéma étaient des personnes exceptionnelles vivant dans un monde à part au profit de celle de la couleur. Le réalisme les rapproche de nous. Les stars se sont progressivement dégradées au rang de simples vedettes avant de se retrouver ravalées au niveau du people. La télévision a donné un moteur puissant de ce processus parce qu'à l'inverse de celui-ci du cinéma, son univers est celui du familier et du quotidien. Donc la théorie, c'est quoi? C'est qu'en gros, les stars, Chaplin, Buster Keaton, en noir et blanc, c'était des stars parce qu'ils étaient inaccessibles. C'est comme parce si que c'était différent, parce que c'était complètement autre chose en termes de et puis montage, etc. Exactement. Ouais. Et après, la vidéo a complètement désacralisé la star, c'est le familier. Et puis maintenant, avec les webcams, c'est l'intime. Et puis on prend Al Capote, moi j'ai vu son clip là avec Bilal Hassani. En fait, Bilal Hassani, il s'est fait connaître avec des putains de vidéos à la webcam. Il y a même pas de montage, il n'y a rien. Il y a du vlog de merde. Donc c'est ça. C'est le people et puis la théorie. Puis là, on pourra en reparler une fois. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Nathalie Heinisch, qui reprend Edgar Morin, elle dit bien, c'est que il y a autant les stars, elles étaient intouchables. On les adorait, elles pouvaient chier sur la table, on leur pardonnait tout quoi. Ouais. Le dernier, c'est j'allais dire Depardieu, mais non, Depardieu il le défonce quoi. Mais tu vois, c'est des gens qui avaient dit. Et maintenant, au contraire, c'est du potlatch. Alors, je ne sais pas ceux qui ont fait de l'anthropologie connaissent le terme, c'est vraiment du sacrifice pur. C'est qu'on les met autant en avant qu'on va les défoncer juste après. Quoi. Et ça, c'est l'étoile est éteinte, maintenant fonctionne par trou noir. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, tu prêches un converti, parce que j'ai commencé par les vlogs. Mandrill, j'ai commencé par les vlogs en comprenant très bien qu'anthropologiquement, il fallait commencer par l'intime pour donner des gages de sa personne, de son intimité. Oui, moi, avant d'être un artiste, je suis quelqu'un d'à peu près sain, ou que vous pouvez apprécier tel quel. Et maintenant, je vous montre ce que je fais. J'ai bien compris, au bout du bout, j'ai quand même animé une association pendant 7 ans d'artistes, et j'ai compris que c'était le vlog, l'intimité qu'il y avait à vendre avant. Enfin, à donner, à offrir aux spectateurs avant de pouvoir offrir ses œuvres.
Et puis maintenant, tu es venu le nouveau TEPA, c'est-à-dire que c'est l'intime avec des conversations quand tu prends des gars dans le game, gros blanc. Et puis c'est ça, tu as un putain de poids sur les épaules, indépendamment de ta BD dont tout le monde se réjouit. Je me réjouis du Teddy d'ailleurs, encore, je le redis. Mais tu vois, tu as une puissance d'action et un impact assez hallucinant. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager un peu et puis de faire une force d'appui. Et d'apporter un petit peu du verbiage rigolo. Ça fait le boulot, de toute façon, c'est le taf de mon association à la base, donc après tout, c'est pareil. Hein. La même chose. Bon bah ok, d'accord, ok Mandrill, c'était parfait au niveau des théories, nickel. Je te remercie pour tout, et puis je te dis à tout bientôt, Cro-Blanc. À très bientôt, et si jamais tu remets ce passage en upload sur ta chaîne, je le mets dans mon best-of. Merci, je vais tout remonter ça, t'inquiète pas, je vais balancer du lourd. C'est ça qui est drôle, c'est que là les gens, il y a plein de gens, ils ont fait c'est relou et tout, mais quand vous allez voir le montage avec les images, vous allez comprendre, vous allez dire il est bon en fait. Et voilà, ça m'a fait exactement la même chose la première fois. Allez voir dans le best-of. Merci. Pour les déficients, il faut des images. Voilà, exact. Exactement. Allez, à la prochaine. Ciao ciao les mecs, bisous. Aïe. Bon voilà, la vidéo est censée se terminer maintenant. Et ça fait déjà une grosse logorée que je vous ai balancée. Mais je peux pas m'empêcher de rajouter ce qu'on appelle en droit, en termes de tribunal, une prolepse. C'est-à-dire que je vois déjà les attaques que je vais reprendre en commentaire et je fais donc une pré-réponse avant même qu'on me pose ou qu'on m'attaque sur certains points en commentaire. Donc une prolepse. Prodomo. Hein. Premièrement, sur l'histoire de l'Occident et de la philosophie, que l'Occident est le seul qui a séparé de manière dialectique la raison de la théologie, donc de tout le discours sur Dieu, et d'une étude de la nature, indépendamment du fait que si tu étudies la nature, c'est pour essayer de comprendre l'artisan qu'il y a derrière. Donc, si tu étudies la nature, c'est toujours pour comprendre Dieu. Ce sont les Occidentaux. Et je vais donner un exemple très précis, qui va d'ailleurs faire un gros CQFD avec le monde arabe. Si je parle des Arabes, forcément, il faut que je parle du christianisme, parce que c'est le sujet que je maîtrise le plus, et j'aimerais pas qu'on me traite de baboucholâtre. Il faut le savoir. Et puis, j'aimerais aussi parler de quelque chose qui est très important pour moi. C'est notamment la question qui est venue sur la mimésis, que Teddy Boy a insisté plusieurs fois là-dessus. Donc c'est la question du réalisme. Et j'ai mis d'ailleurs dans les images Xeuxis et tout, enfin, j'y reviendrai, mais c'est une partie qui me tient à cœur, c'est une petite digression que tous les historiens d'art sont censés connaître. Mais voilà, je vous la fais à ma sauce avec des recherches d'images et tout. Voilà, désolé, il y a encore 10 minutes de vidéo. C'est que du plus bonus spécial Mandrill. Alors voilà, merci beaucoup et prenez soin de vous. 808 kick drum, 808 hack, 808 snare drum, 808 clap, got an 808 this and an 808 that, got an 808 boom and an 808 back. C'est un tableau très connu de Xeuxis, peignant des raisins, de Hiltensperger. Donc c'est un tableau qui a été fait au 19e siècle parce qu'on n'a rien de Xeuxis. Et c'est quelque chose de fondamental pour comprendre cette problématique de la mimésis et de la copie. Alors, je récapitule l'histoire. Xeuxis, c'est un peintre de l'Antiquité qui a été narré par Pline l'Ancien. Alors, qui est ce Xeuxis ou Xeuxippos? En fait, c'est un peintre d'Héraclée qui aurait vécu de 464 à 398 avant Jésus-Christ. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on dit que c'est lui qui a introduit l'esthétique du trompe-l'œil dans la peinture grecque. Et il y a eu un clash à l'époque. C'était un clash avec Pharassus d'Éphèse, qui était un autre peintre très connu et très excellent aussi. Et on disait qu'il était inégalable. Alors vous pensez bien que s'il y a deux mecs qui sont inégalables, du coup, c'est le clash. Alors Xeuxis utilisait tous les trucs du trompeur d'œil. Ces tableaux frappaient dès le premier regard et l'histoire raconte que dans le fight, en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Le fight, c'est comme ça, c'est qu'il y a les tableaux, ils sont protégés par des rideaux, les deux tableaux, ils sont là, personne n'a vu qui a fait quoi, et puis, donc Xeuxis, il est prêt, il est dans le game, il a fait son tableau, il n'a pas vu ce qu'a fait Pharassus. Chacun a un tableau couvert d'un drap. Alors Xeuxis, tout content, enlève son drap, et puis présente une nature morte d'une certaine façon, c'était donc l'illusion d'une représentation d'une grappe de raisin. Alors l'histoire raconte
que pendant un long silence, le jury contempla l'œuvre, quand soudain un oiseau se posa à côté d'elle et commença à picorer la grappe. Se heurtant au mur, il tomba sur le sol, tout le monde était stupéfait, le jury n'aurait pas à se prononcer, car l'oiseau lui-même en avait pris la décision. Donc tout le monde est là, ah bah tu vois, même l'oiseau il se trompe. Et puis là, le petit mec d'Éphèse là, Pharasius, il regarde, il monte son tableau. Alors ce qui se passe, chacun se tourna vers le mur et attendit Pharasius, resté parmi la foule. Allons, regardons, dit Xeuxis, il faut que Pharasius soulève le rideau. Mais ce dernier ne bougeait pas. Alors la foule, elle commence à gueuler, même putain, vas-y, retire ton rideau. Je pense que certains des plus malins d'entre vous auront compris. Mais qu'est-ce qu'il attend? Vas-y, hop, je n'ai rien à faire, vous regardez déjà l'œuvre. Et alors les mecs ils se rendent compte qu'en fait le type il avait fait un drapé. Il avait fait croire qu'il avait fait un tableau protégé par un drap. Du coup, vous comprenez l'ontologie de la tromperie? Xeuxis ne discuta pas la victoire de Pharasius. Pourquoi? Parce que ce dernier avait réussi à tromper des êtres humains, c'est-à-dire des personnes qui s'attendaient justement à être trompées vu le concours. Et non pas un animal qui ne cherchait qu'à s'alimenter. Donc effectivement, entre tromper un animal qui de toute façon a faim, puis qui va venir manger, puis si c'est une illusion, tant mieux, t'as gagné, t'as fait un super beau raisin. Mais tromper l'esprit humain, ça, c'est du high level. Alors, je vais parler maintenant du christianisme, parce que c'est quand même le sujet que je maîtrise le plus, et c'est à mon avis le plus intéressant qu'on a, parce que pourquoi se palucher sur toujours la culture des autres, et il faut déjà quand même un petit peu connaître la sienne. Alors, dans le raisonnement chrétien, certes, l'homme est à l'image de Dieu, on a tous entendu parler de cette phrase, mais il est une copie imparfaite, alors là ça devient déjà un peu complexe. Cette imperfection, selon saint Augustin, est une nécessité pour permettre à l'homme d'exister librement. Alors, le théologien saint Augustin, que j'espère vous avez tous une fois un peu digué sur internet, parce que c'est vraiment hyper intéressant, la somme théologique, et j'en passe, c'est vraiment un truc à étudier une fois, en tout cas, je vous le conseille. En fait, il introduit la dissemblance entre l'image et l'objet. Et ça permet à l'image, c'est-à-dire à l'homme, d'exister indépendamment de Dieu. Donc, pour saint Augustin, poser cette différence entre l'image de Dieu et être à l'image de Dieu, ad imagem, permet à l'homme donc d'être libre et le libre arbitre d'une certaine façon. Par son imperfection de ne pas être parfaitement à l'image de Dieu, il est libre. Donc dans cette interprétation, l'homme concret, l'individu, tend vers l'image, mais ne sera jamais pleinement l'image. Seul le Christ, en tant que Fils de Dieu, est pleinement l'image de Dieu. Cette conception de l'image permet de penser l'écart entre le divin et l'humain. Et en gros, l'identité divine de l'homme n'est pas une identité stable, une égalité, mais une tension vers la divinité et donc une dynamique vers l'image de Dieu. On tend à être déjà peut-être des anges, pour après rejoindre, comme les séraphins, le plus proche de Dieu. Les trônes qui portent, et après les séraphins, qui, souvenez-vous, séraph en hébreu, brûlent de l'amour de Dieu. Ils contemplent Dieu de manière si ardente, de cet amour si puissant, qu'ils en sont des êtres de feu, quoi, des étoiles ardentes. Et ils n'ont juste pas le concept d'avoir créé le monde, mais ils sont d'une perfection divine, d'être complètement complet, quoi. Ils ont juste pas été ceux qui ont créé le monde, il leur manque ça, mais il leur manque ça. Ils sont finis alors que Dieu est infini. Large débat, j'en reviendrai certainement dans une autre vidéo. Mais en fait, l'Église, et j'aimerais conclure par ça, pense la ressemblance dans la dissemblance. Et ça, je trouve fondamental et très très beau. Alors pour tous ceux qui nous vantent les bienfaits de la culture musulmane qui aurait inondé l'Europe et qui aurait permis, grâce à eux, de conserver le savoir aristotélicien et en gros les philosophes grecs, on les aurait jamais... Bon, ça c'est ce qu'on nous dit dans les livres d'histoire et c'est la petite histoire sympa, effectivement bien cosmopolitiquement correcte, comme dirait l'autre. Après la réalité elle est tout autre. Certes, je remercie les musulmans de l'époque qui devaient certainement rien avoir à faire avec certains musulmans de nos cités. Alors ça, je mets aucun doute là-dessus.
Et au contraire, j'aurais bien voulu pouvoir converser avec un Ibn Arabi ou un Averroès. D'ailleurs, justement, Averroès, dont je vais parler un petit peu, a très très mal fini. Hein. Donc il faut s'imaginer que ceux qui ont défendu justement ce fameux héritage païen, hein, donc grec, ben, ils ont très mal fini. Donc la prochaine fois que vous avez un gaucho qui vous dit non mais tu vois les grâce aux musulmans on a gardé les Grecs, ouais tu peux lui dire ouais bon bah ceux qui ont fait ça ils sont morts. Bref, le kalam. Je vais vous parler du kalam. Alors le kalam, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une apologétique défensive, excusez-moi du terme, du donné révélé, principalement mise en place pour s'affirmer face au christianisme. Donc en fait, les gars, ils ont créé un système philosophique indépendamment de leur étude de l'islam, uniquement pour lutter contre les chrétiens. Donc déjà là, ça sent le sapin. Ce questionnement sur les principes théologiques à travers la dialectique et les méthodes inspirées de la philosophie grecque, donc tout ce qui est la raison, le logos, hein, comme dirait le maître, les multakaimin, donc qu'est-ce que c'est les multakaimin? Ben, c'est les théologiens de l'époque. Restaient néanmoins les gardiens de la foi orthodoxe. Donc ça veut dire qu'en gros, les mecs, ils avaient beau parler un petit peu des Grecs parce qu'ils trouvaient bien que c'était intéressant, ça rigolait pas quoi. Hein. C'était quand même toujours l'islam mon frère. Hein. Alors, vous voyez ce que je veux dire. La falsafa, donc, était un mouvement lié à une volonté de connaissance encyclopédique dans un cadre relativement libre des doctrines religieuses. En gros, c'est quoi? C'est les aristos de l'époque, les médecins, qui certes, ils avaient tous une éducation religieuse à l'époque, mais ils avaient envie un petit peu d'aller se toucher en lisant des textes païens, quoi. Donc évidemment, la plupart de leurs questionnements tournaient tous autour de la question divine. Cependant, les résultats contredisaient parfois la révélation. Bah oui, effectivement, si tu étudies Aristote, tu vas te rendre compte de quoi? C'est que le monde, il est éternel, il n'a pas été créé. Donc, Allah le musulman, il n'aime pas trop. Et pire, l'âme n'est pas éternelle. L'âme peut disparaître. Le de anima d'Aristote, l'âme disparaît. Donc, de dire que c'est pas Dieu qui a créé le monde, puis que ton âme, elle n'est pas immortelle et tout, ça, c'est pas très bon. Donc pour vous dire, au XIIe siècle, la philosophie est d'ailleurs interdite, ainsi que les études et les livres. Donc la postérité de la falsafa dans le monde musulman est quasi nulle, et elle profita cependant qu'aux mots de chrétiens. Donc là, le bobo, vous pouvez le mettre en PLS. Pour certains historiens, comme Ernest Renan, j'en avais déjà parlé dans le live avec Delavier, cette période va marquer le triomphe du Coran sur la libre pensée, pour au moins 600 ans. Donc le kalam a été toléré puisque tout ce qu'il demandait, c'était la rationalité humaine, et c'était d'étudier avec la rationalité humaine, qui valide l'écriture. Mais la falsafa a souhaité développer une connaissance plus vaste, ce qui l'amena à sa perte. En gros, si je dois résumer, les mecs qui étaient dans le kalam, ils ont voulu étudier les Grecs tout en restant des bons musulmans. Mais ils ont compris que ah mais la raison c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on pourrait étudier uniquement par la raison? Ce qui est d'une donnée totalement cartésienne qui viendra au XVIIe, Averroès il était un petit peu en avance sur son temps quoi. La racine du mot raison d'ailleurs en arabe c'est aql, A-Q-L, signifie lier, attacher, donc attacher une bête par les pieds ou les pattes si vous préférez. Pour les musulmans, la raison doit être entravée. Elle a besoin d'être sévèrement contrôlée, encadrée dans des limites fixées et soumise à l'autorité des textes sacrés selon Delcambre. Donc Delcambre, c'est Anne-Marie Delcambre, spécialiste de l'islam, dont je vous conseille aussi la lecture. Alors, pour terminer cette vidéo, je tenais quand même à faire un petit récapitulatif d'ouvrages qui ne sont pas passés dans le slideshow de la vidéo. Une sorte de bibliographie raisonnée pour le sujet de cette semaine, mais qui je pense peut après s'étaler sur d'autres angles d'attaque vu nos sensibilités communes, la communauté de Teddy, un peu toute le YouTube dissident quoi. Alors quelqu'un qui m'a vraiment fait découvrir notamment l'artiste foufou là, Chomo, au début de la vidéo dans le générique, c'est Laurent Dauchin et il a fait un bouquin génial, c'est pour un art post-contemporain, c'est juste incroyable, je vous conseille vraiment ce bouquin, notamment un concept où il sépare, je
vous le lis parce que je trouve ça génial. Alors aujourd'hui pourtant, la culture d'État, l'art officiel sont devenus une des causes de ce qu'il y a peut-être de plus inacceptable dans l'art contemporain, à tel point que l'on en vient à se demander si ces institutions officielles sont vraiment nécessaires et si les effets pervers de ce système ne sont pas pires que les bénéfices résultant de ce qu'elles ont prétendu au départ légitimement encourager. En France aussi, il serait grand temps de faire une perestroïka. En russe, ça veut dire la transparence. Mais une perestroïka, mais culturelle. Et peut-être sera-t-on amené un jour à oser envisager la séparation de la culture et de l'État. C'est pas mal parce que les gros shows, ils sont tout contents d'avoir leur grande fer de lance, c'est d'avoir séparé la religion de l'État. Tiens, l'art de l'État. Alors là, ils vont moins faire les malins. Hein. Je reviens, j'en ai parlé, Rouillé, l'art de la photographie, c'est un petit pavé, il faut le lire, c'est fondamental si on veut comprendre l'image. Et puis alors, si on veut vraiment se faire plaisir dans un domaine beaucoup plus holistique, beaucoup plus large, qui parle d'optique, qui parle de religion, qui parle de sociologie, qui parle d'art contemporain, qui parle d'art classique, c'est mon ami Hervé Bernard. Regard sur l'image. Je tiens vraiment à ce que le maximum d'auditeurs puissent se procurer ce bouquin qui a été tiré à compte d'auteur. C'est juste une bible, c'est fantastique. C'est pour moi un des meilleurs bouquins qui parle de l'image de manière générale. Je le conseille à tous mes étudiants d'ailleurs. Hervé Bernard, je te salue à Paris. Comme quoi on peut être un ancien juriste du Festival de Cannes et pourtant ne pas être trop chiant. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à tout bientôt. Peace.